Bonjour à tous, bienvenue au jeudi de la recherche paramédicale proposé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Adeline Trojan-Bossard qui va nous présenter son projet de recherche. Je la laisse se présenter dans quelques instants. Pour rappel, nous progressons toujours avec une présentation complète du projet et donc nous invitons à poser toutes vos questions à l'issue de la présentation d'Adeline. Vous pourrez alors soit allumer votre micro ou prendre la parole ou vous saisir en fait de la boîte de dialogue ouverte pour que nous puissions transmettre votre question à Adeline. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et sera diffusé ultérieurement. Vous pourrez le retrouver au travers du site La Recherche paramédicale. Alors, je vais partager mon écran et laisser tout de suite la parole à Adeline. Adeline, c'est à toi quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis infirmière depuis novembre 2008. Je suis rentrée au CHD Vendée en janvier 2009. J'ai fait différents services de médecine, également de la réanimation. Et en 2013, j'ai intégré donc le service de rhumatologie. Je suis également technicienne de recherche clinique postée en rhumatologie depuis fin 2018. J'ai commencé à 20%, je faisais que les jeudis. Et depuis 2021, je suis à 40% où je fais les jeudis et vendredis. J'ai déjà participé à certaines études d'investigation. Je vais vous présenter le contexte en fait de mon projet. Donc en 2019, on m'a proposé la formation institutionnelle sur l'hypnose. C'était animé par une kiné qui s'appelle Isabelle Munier, qui est formatrice au GRIEPS. Et donc le chef de service m'a demandé un petit peu que la formation soit utile pour le service. À cette formation, j'ai appris différentes techniques d'hypnose et j'ai pu faire le lien entre les gestes du service et une technique d'hypnose. Donc, de l'idée à la mise en place du projet. Suite à la formation sur l'hypnose, j'ai contacté la promotion de la recherche clinique pour me mettre en lien avec une statisticienne et une chef de projet. On a discuté du projet, elles m'ont dit d'effectuer des recherches pour savoir s'il y avait une bibliographie sur le thème. Moi, j'ai recherché sur Google et j'ai rien trouvé. Donc, on a repris contact pour que j'explique un petit peu mes recherches. Et on a bien rigolé parce que c'est pas Google qu'il faut utiliser. Ici, en recherche clinique, on utilise surtout PubMed. Donc, j'ai effectué d'autres recherches, mais j'ai rien trouvé concernant l'hypnose en rhumatologie. Donc, actuellement, nous disposons d'aucune donnée sur la littérature sur le ressenti de la douleur au cours du geste d'infiltration éco-guidée de la main, mais il avait été montré quand même une diminution de 1,1 sur l'EVA, qui est cliniquement quand même significative chez des patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Donc on a construit le projet pas à pas, parce que j'étais novice. On a commencé par la lettre d'intention, on a répondu aux questions pour valider le projet, et puis délivrance, il y a eu l'acceptation du projet. Enfin, délivrance facile à dire puisque c'était que le début. Après, il a fallu écrire tous les questionnaires pour le projet et puis mettre en place sur l'ICRF et enfin la visite avec les patients. Donc, pour réaliser le projet, donc l'objectif principal, c'est de montrer que la pratique de l'hypnose permet de diminuer la douleur ressentie lors d'un geste d'infiltration éco-guidée sur la main. L'objectif secondaire, c'est l'évaluation de l'anxiété du patient 5 minutes après la réalisation du geste. À chaque patient adressé pour une infiltration au niveau de la main, que ce soit arthrose ou arthrite des doigts, il était proposé l'étude avec le consentement.
Donc, c'est une étude qui est monocentrique parce qu'elle se fait que sur le CHD. Elle est contrôlée parce qu'on a deux bras. Il y avait le standard et celui de l'hypnose. Elle est randomisée parce que c'était un tirage au sort par l'ordinateur. Et elle est ouverte puisque le patient est informé dans quel bras il se trouve. Dans le cadre du projet HYMN, c'est la technique du gant magique qui a été retenue parce qu'elle est plus simple à réaliser auprès du patient et cohérente avec la technique d'infiltration de la main. Cette technique, en fait, consiste à inventer avec le patient un gant imaginaire pour la main sur laquelle va être réalisée l'infiltration et qui va anesthésier la douleur. Cela fait un peu écho à la traditionnelle méthode du bisou magique que doivent pratiquer bon nombre de parents sur leurs enfants. Donc la mise en place et le recueil de données, il y avait d'abord donc les critères d'éligibilité. Donc pour l'inclusion, il fallait que le patient ait l'indication à une première infiltration de la main sous échographie. Il faut que le patient soit majeur. Il faut que le patient ait les capacités à comprendre le protocole, qui signe aussi le consentement éclairé, et qui bénéficie d'une couverture sociale. Pour les critères de non-inclusion, il fallait pas que le patient ait posé un patch antidouleur en préventif sur la zone à infiltrer. C'était contre-indiqué aux infiltrations s'il était diabétique déséquilibré, hypertendu déséquilibré ou s'il y avait une infection en cours. S'il était malentendant, parce que c'est un peu plus compliqué pour discuter, s'il était sous tutelle ou curatelle, s'il était mineur, si c'était une femme enceinte, ou si le patient participait à un autre protocole de recherche interventionnelle, ou s'il était incapable de suivre le protocole selon le jugement de l'investigateur. Donc, si le patient est randomisé standard, j'avais une collègue qui prend en charge le patient avec le rhumatologue, comme d'habitude. Par contre, si le patient est randomisé hypnose, j'installe le patient. Le rhumatologue réalise les repérages sur la main avec son échographe. Je prenais ensuite donc la main du patient dans ma main et donc je commençais la séance d'hypnose en lançant également le chronomètre. Donc j'utilise le principe du VAGOG. Donc c'est l'acronyme de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc j'amène ainsi le patient à imaginer un gant qu'il va créer pour enfiler sur sa main douloureuse. Je lui fais choisir la couleur, le type de matière, ainsi que l'odeur, puisque celle-ci peut dégager. Je guide ainsi le patient selon son désir à enfiler le gant sur chaque doigt, sur la main, voire même une partie du bras. De ce fait, le sujet est quand même amené à appréhender la sensation que le gant peut lui procurer au toucher, et telle la Madeleine de Proust, des souvenirs ou des odeurs, parfois un goût peuvent réémerger. Par suggestion, en fait, une zone d'anesthésie sur la main va être mise en place. On génère donc chez le patient un phénomène de catalepsie ou de lévitation de la main en le reliant à quelque chose qui est agréable. Si toutefois la protection n'était pas suffisante, je rajoute alors une bande imaginaire ou une résine imaginaire pour augmenter l'anesthésie. Lorsque le patient est prêt, je stoppe le chronomètre et je désinfecte la main du patient en 3 temps, puis le rhumatologue réalise l'infiltration de façon standardisée. Donc cette méthode s'intègre donc dans le temps de soins sans augmenter significativement la durée de la procédure. C'est donc l'hypnose ericksonienne qui a été choisie parce qu'elle laisse en fait le sujet résoudre son problème sans aucune intervention directe, lui dictant la solution. Il est ainsi juste nécessaire de le guider afin qu'il choisisse les idées ou les images qui lui plaisent ou qui lui conviennent. Cette méthode, en fait, diminue la tension, le rapport à la réalité, l'activité mentale spontanée et la perception du temps, mais permet le recentrage de l'attention quand même vers des sensations corporelles et mentales proposées par l'induction, ainsi que la concentration et l'adhésion à l'imagerie. Erickson disait ainsi d'aller chercher ses propres moyens pour changer.
Pour évaluer le critère principal, c'était l'échelle numérique de la douleur au repos, 5 minutes après la réalisation de l'infiltration qui a été utilisée. Pour l'évaluation du critère secondaire, nous avons utilisé l'échelle d'anxiété trait de Spielberger, donc qui permet de saisir en fait ce que le patient ressent. Généralement, en fait, elle comprend 20 items. Il y a 9 items inversés et ça évalue la fréquence de ce que ressent le patient. Chaque item est noté de 1 à 4, indiquant un degré d'anxiété. Le plus faible étant 1 et 4, le degré le plus fort. Et on avait l'échelle aussi d'anxiété état de Spielberger, ce questionnaire permet en fait de savoir ce que le patient ressent à l'instant T, sur le moment présent. Donc il y avait également 20 items, avec 10 items inversés, et qui évalue l'intensité de ce que ressent le patient. Et pareil, c'était coté de 1 à 4. Ces deux questionnaires sont complétés 5 à 10 minutes en moyenne et la sensibilité des items aux variations d'anxiété dans différentes situations d'anxiogène avait été démontrée. Donc après, tout est noté dans nos procédures et retransmis dans l'ICRF. Pour le résultat, donc, j'ai fait appel à la statisticienne qui a analysé tous les résultats. Et donc, d'octobre 2020 à septembre 2022, il y a 80 patients qui ont été randomisés dans le cadre de l'étude. Il y a un patient qui finalement n'a pas reçu l'infiltration. Donc, l'analyse statistique a donc été réalisée sur 79 patients. Le calcul du nombre de sujets a été réalisé en fixant une différence cliniquement pertinente à 2 points. Donc, d'après des données issues d'une étude réalisée dans le service portant sur des patients sur lesquels une infiltration au niveau du pouce est indiquée, nous avons retenu un écart type de 3 pour la douleur ressentie lors de l'infiltration. D'après ces hypothèses, et en fixant un risque alpha à 5%, une puissance à 80%, en fait, j'avais besoin que de 74 patients. Donc là, concernant la douleur, la moyenne est estimée à 4,56, comme vous pouvez voir sur le tableau, soit un écart type de 2,71. Ça, c'est le groupe sans hypnose, contre 1,75, soit un écart type de 1,63 dans le groupe hypnose. La différence moyenne est estimée à 2,8. Pour l'anxiété, la moyenne est estimée à 34, avec un écart type de 10, dans le groupe sans hypnose, contre 26, l'écart type de 6, dans le groupe hypnose. Donc la différence moyenne est estimée à 8. Donc les résultats ont largement dépassé nos espérances. Depuis, certains patients maintenant demandent, lors de leur consultation, à bénéficier de l'infiltration sous hypnose. D'autres infirmiers, médecins sont donc amenés à être formés au sein du CHD pour développer ce procédé. Nous avons par ailleurs observé une amélioration significative de la durée de la procédure, passant d'un peu plus de 3 minutes au lancement de la phase d'étude à environ seulement 1 minute dorénavant. Concernant la communication et la publication, donc il a fallu que je fasse appel à mes talents d'écrivain. J'ai résumé donc le projet pour un article qui est paru en août-septembre 2023 dans la revue de l'infirmière. Donc c'est le numéro 293, volume 72. J'ai présenté aussi à différentes instances sur le GHT 85, donc le CLUD, là, le comité de, douleur, de la lutte contre la douleur. Le Zoom aussi, c'est un article hebdomadaire au CHD. Là, on est en train de voir aussi pour la SFR avec le chef de service, savoir si on fait un poster ou autre chose. Il y a même une étudiante infirmière qui a parlé de mon projet dans son mémoire. Et en ce moment, je parle de mon projet avec vous. Concernant mon expérience,
Donc, les débuts en recherche clinique, c'est un peu l'inconnu. J'en avais pas vraiment entendu parler pendant mes études. Je suis avec Elsa. C'est un investissement quand même qui est personnel et professionnel. J'ai pu maintenant initier l'hypnose au sein du service pour montrer que ça fonctionne. Et donc, on développe l'hypnose maintenant dans les soins et ça donne envie aux collègues. Je voudrais remercier donc le GIRSI Grand Ouest de l'invitation à présenter mon projet, ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, et puis mes collègues de recherche clinique qui m'ont accompagnée, qui étaient disponibles, donc Lucie Planche et Agnès Dorion, ma collègue aussi Laurence Bessonnet qui faisait les infiltrations standards, mon chef de service Grégoire Cormier, et puis les cadres de recherche clinique et de rhumatologie de 2019 à maintenant. Merci. Merci beaucoup, Adeline, pour cette présentation. On voit que ton projet est un très beau projet. Finalement, peut-être un peu difficile au démarrage, si on a bien compris, mais qui a trouvé toute sa place et dans le service et auprès des patients et qui finalement permet, bah, c'est le but des projets de recherche, hein, de potentiellement changer les pratiques de soins. Alors moi, j'ai plein de questions, mais je vais peut-être laisser la parole si les collègues qui écoutent et qui étaient connectés aujourd'hui souhaitent te questionner. Bon, alors, puisque j'ai la primeur, je commence. Peut-être un peu dans le désordre et voilà, juste pour rappel, hein, les collègues qui nous suivent ou qui suivent ces webinaires ont tous des niveaux en recherche qui peuvent être variables. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on puisse faire profiter de ton expérience tous les collègues qui nous écoutent. Et moi, je m'interrogeais sur l'accompagnement que tu as pu avoir pour la bibliographie, parce que tu nous as fait part dès le début de ton projet bah, des difficultés de bah, finalement, on me dit d'aller chercher, je vais chercher sur Google. Finalement, Google, on trouve pas grand-chose, ou alors peut-être qu'on peut trouver plein de choses, mais tout et son contraire. Comment est-ce que tu as pu être aidé, guidé pour bah, accéder à PubMed, parce que c'est pas forcément très simple non plus. Et donc, j'aimerais bien avoir ton retour, ton expérience là-dessus. Ben, en fait, c'est quand j'ai repris en fait contact avec la chef de projet et la statisticienne qui m'accompagnait. C'est vrai que pour elle, au début, c'est inné en fait en recherche clinique. Eux, c'est PubMed. Voilà, enfin après maintenant, il y en a d'autres, hein, mais c'est le principal. Et ben, moi, étant novice, forcément, mes recherches, je prends mon ordinateur et ça va être le moteur de recherche avec Google. Donc voilà. Et c'est pour ça que quand je leur ai expliqué, je dis mais non, mais moi j'ai rien trouvé. Ben, t'as été sur quoi? Ben, Google. Ah mais non, en fait, on t'a pas dit, mais voilà, il faut aller sur PubMed. Donc elles m'ont montré le fonctionnement et puis même en recherche clinique, il y a toujours un petit fascicule pour expliquer comment faire une recherche maintenant. Donc après, ça a été bien plus facile. Après, bon, faut s'y connaître parce que c'est en anglais aussi. Voilà, mais elles m'ont tout expliqué et après, c'était plus simple. Mais c'est pas forcément là que oui, j'ai trouvé aussi plus de choses. Mais au moins, j'avais la bonne direction. Ok. Et donc, les mots-clés opérateur booléen et résultats de recherche n'ont plus de secret pour toi. Voilà, maintenant, je sais comment faire. Très bien. Est-ce que tu sais, peut-être, je ne sais pas si c'était l'occasion, s'il y a d'autres, parce que on a la possibilité, hein, via la carte e-carte, je sais que tu es inscrite sur cette carte qui référence les professionnels paramédicaux qui souhaitent s'investir ou qui sont investis en recherche. Il y a des collègues qui travaillent déjà sur ce sujet de l'hypnose. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec eux ou de les contacter pour voir si éventuellement vous pouviez bah, vous serrer les coudes dans cette aventure? Non, pas encore, parce que c'est vrai que ben, je finalisais mon projet. Là, en fait, on est en train de développer quand même l'hypnose dans le service, à faire un petit peu des petites fiches pour savoir comment faire en fonction de certaines situations. Mais c'est vrai que non, j'ai pas encore discuté avec les collègues sur ce site. Ouais.
Ouais. C'est vrai que n'hésite pas, hein, parce que je sais que voilà, on a des collègues qui sont déjà qui font d'autres projets, alors sur d'autres thématiques et pour d'autres domaines en hypnose, mais c'est vrai que peut-être que il peut y avoir des fois l'occasion de partager et du coup de rendre les projets aussi plus forts et même si voilà, ton sujet était extrêmement marquant, on voit que voilà, tu as des résultats qui sont donc, très probant, et donc c'est intéressant. Euh, Toujours pas de main qui se lève, donc encore une petite question de mon côté. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire, parce que tu disais que tu avais communiqué sur les résultats, aujourd'hui c'est aussi une forme de communication, comment ça se traduit en fait, ces changements de pratique dans ton service, dans sa pratique, parce que j'ai compris que finalement les patients étaient demandeurs. Oui. Mais est-ce que ça a été l'occasion d'un projet de service du coup très global de formation? Parce que j'ai compris aussi que certains collègues se formaient, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui du coup vous avez étoffé l'équipe qui a les compétences maintenant pour accompagner les patients avec ce système d'hypnose? Et est-ce que vous vous dites, bah, tiens, quitte à ce que ça ait marché pour ça, on va le développer pour d'autres projets? Alors en fait, effectivement, vu que mon projet fonctionnait vraiment bien, le chef de service a décidé effectivement de former tous ceux qui voulaient. Donc là, il y a encore une session en octobre prochain et je pense qu'après, il restera plus grand monde du service qui ne sera pas formé. Mais on forme aussi les secrétaires, les aides-soignantes, voilà, tous ceux qui veulent. Parce que il n'y a pas que l'hypnose profonde ou juste voilà l'hypnose de la main, moi que j'ai fait, qu'on fait lors des gestes, mais on fait l'hypnose parfois profonde lors des soins un peu plus douloureux dans le service. Mais les secrétaires aussi, il y a une forme d'hypnose conversationnelle quand le patient est agressif en face pour pouvoir répondre calmement aussi. Enfin, il y a des façons de faire. Donc non, non, c'est vraiment un projet de service qu'a le chef de service, justement que tout le monde soit formé, oui. Ouais, mais c'est intéressant, encore une fois, hein, c'est là que c'est intéressant de mener des projets de recherche aussi. C'est d'avoir tout de suite cette possibilité de faire changer les pratiques et puis de proposer des nouvelles possibilités aux patients en s'appuyant sur des données probantes, ce qui est ton cas en fait, puisque voilà, c'est issu directement de tes données, donc c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Je ne sais pas si les collègues qui sont connectés souhaitent poser des questions. Elles connaissent le projet maintenant. Mais merci à vous en tout cas. Voilà. Bah, écoute, de toute façon, c'est ce qu'on disait, hein, ce webinaire est enregistré. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'en tenir là, on va te libérer. Je vous remercie tous pour votre écoute. Je vous invite à partager la vidéo de cette intervention dès qu'elle sera publiée. Il nous faut toujours quelques jours le temps de la mettre en ligne. Vous la retrouverez sur le site de la recherche paramédicale.fr. Rendez-vous également sur eCares pour retrouver Adeline, certes, mais tous les paramédicaux inscrits sur cette carte et donc repérer leur profil, leur thématique de recherche et pourquoi pas vous y inscrire vous-même pour vous faire connaître si vous souhaitez vous investir ou que vous êtes déjà investi dans la recherche. Rendez-vous au prochain jeudi de la recherche paramédicale, le jeudi 7 novembre 2024 pour d'autres aventures, d'autres projets de recherche avec encore de nouveaux porteurs de projets. Merci beaucoup en tout cas, Adeline et au CH des Vendées d'avoir pu mettre en évidence et pu permettre de communiquer sur ce projet. Et à très bientôt. Au revoir.